Devant tout le monde, la finalité tracée pour le colloque national dans sa 4e édition, c'est toujours autour de la réforme. Alors c'est vrai que la réforme, c'est pas seulement un concept. Ça demeure aussi une stratégie, ça demeure aussi un processus. Et la source de tout ceci, c'est d'abord un ceci. Et tant qu'il y a un ceci, donc ça révèle pas mal de choses. Il y a ceux qui parlent que le ceci, la réforme en tant que ceci, il est à l'instant parce qu'il est dicté par des interrogations, par un besoin. Et le besoin aussi, il est généré parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un dysfonctionnement. Alors quand on parle de la réforme de l'enseignement, on parle de l'établissement scolaire, on parle de ses composantes, on parle des ressources humaines. Je peux éventuellement pas tout énumérer, mais il s'agit tout court de la réforme. Alors, qu'est-ce que nous devons réformer? C'est quoi qui est réformable? Et réformer pour quel objectif? Dans quel cadre, dans quelle forme et dans quelle nature? C'est vrai que diverses approches avaient focalisé leurs travaux sur la réforme, donc toujours avec l'intention de créer une nouvelle forme, donner une nouvelle dynamique, un élan, une orientation. Mais souvent, les travaux, les visions et les approches avaient comme référence souvent le volet didactique, pédagogique, socio-cognitif, sociologique, économique, mais rarement qu'il y a le volet psychologique à l'intérieur de l'approche. Alors, de mon côté, j'ai voulu centrer mon intervention sur un aspect psy. Mais dans quel cadre? J'ai eu la conviction que le côté psychologique, soit que directement, indirectement, volontairement, involontairement, il est souvent omis ou bien non intentionnellement négligé. Mais il est présent. La raison pour laquelle je voulais intituler mon intervention sur la motivation et son rapport avec l'apprentissage scolaire. Et c'est vrai, quand on parle de la motivation, on parle d'une tendance, on parle d'un penchant, on parle d'un capital sentimental en la personne. C'est ce capital qui alimente la personne pour aller à l'avant et qui lui donne l'énergie essentielle de s'investir et de donner le bon de lui-même. J'ai commencé ma première diapo, être motivé, c'est apprendre dans la joie. Donc, quand on parle de la motivation, je ne voudrais pas tout simplement limiter à l'espace de la salle. Je parle de l'établissement scolaire en général, dans toutes ses composantes. Donc, si je parle d'être motivé, c'est apprendre dans la joie. D'ailleurs, si nous avons cette motivation au sein de l'école, nous avons déjà égrené de la joie. Et quand on a de la joie, on apprend sans contrainte. Il y a déjà à travers cette joie et à travers cette disponibilité vers le savoir, donc le relationnel entre les composantes de l'établissement scolaire, il est réussi. Donc cette joie ne peut qu'être un élément moteur d'un bon apprentissage. Il n'y a pas de contrainte, il y a la flexibilité, il y a l'étente et il y a l'écoute en même temps. C'est vrai que quand on parle de motivation, il y a le côté de définition. Là, nous sommes face à des concepts. Actuellement, il y a un foisonnement qu'on n'arrive pas à contourner de concepts. Donc, je vais être assez bref parce que normalement, il y a la contrainte du temps. Donc, la définition préliminaire. Un comportement est motivé lorsqu'il est tout à fait à la fois orienté, finalisé par la représentation d'une tâche à accomplir, d'un objectif à atteindre et dynamisé par le désir. Donc là, on remarque qu'il y a d'abord l'objectif, que ça soit tracé, il y a cette tâche, cette visée, il y a un objectif qui est étudié à l'avance, et tout ceci a un moteur qui est commun, c'est le désir. Et une vraie motivation implique que ce comportement ne soit pas l'effet d'un conditionnement, mais la manifestation d'une adhésion profonde. Ce n'est pas une condition et ce n'est pas une dictée.
mais que ça devrait avoir comme source, une source intrinsèque en la personne. Ça vient de son profond, ça vient de lui-même. Donc il y a des facteurs qui sont internes, c'est eux qui orientent la personne et qui leur rendent une personnalité qui est disponible à l'écoute et en même temps d'agir positivement dans la tâche qui lui est accordée. C'est quoi être motivé? La motivation est un plaisir. Et c'est vrai, mais sans plaisir, on ne peut rien réaliser. Moi aussi, avec mon plaisir, j'ai pu quand même arriver avec beaucoup d'efforts à réaliser que ça soit un colloque avec la première version, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc c'était toujours ça, commencer par une idée, ça a germé et ça a abouti, ça a donné, c'était toujours un plaisir. Et maintenant, le plaisir, il est partagé. L'investissement conscient et responsable d'une activité. Donc que l'enseignant, que l'élève, les deux se partagent les responsabilités. Et cette responsabilité devrait en même temps avoir un point qui est commun, c'est la motivation. Quand l'enseignant soit motivé, ça va contaminer, c'est contagieux. La motivation, c'est contagieux. Et lui aussi, avec sa motivation, tout le monde pour participer à la réussite de l'apprentissage scolaire. L'implication globale de la personne dans une activité. On s'implique parce que nous aimerions cette activité, nous croyons en cette activité. Et tant que nous croyons en la chose, nous donnons tout de nous-mêmes. Et nous sommes globalement, intégralement adhérents en cette activité. La motivation, c'est aussi un processus, ce n'est pas un produit. Et quand je parle de processus, ça veut dire qu'il y a un cheminement et qu'il y a une stratégie. Et en même temps, cette motivation, c'est elle qui crée les conditions qui sont favorables d'un apprentissage qui est réussi. Et sans cette motivation, c'est vrai d'avoir tout dans une salle de classe. Mais sans cette composante qui est essentielle, et cette composante qui est vraiment un pilier et qui est capital pour la réussite de la tâche scolaire, que ce soit de la part de l'enseignant ou que ce soit de la part aussi de l'ensemble de la classe. Donc, quelques volets de l'aspect historique. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Donc là, quand on n'a pas une visée, quand on n'a pas une stratégie, quand on n'a pas une orientation, donc c'est vrai, mais c'est presque une conduite, un comportement qui n'est pas raisonné. Mais quand on a un élan qui est réfléchi, quand on pense à l'avant de ce que nous aimerions atteindre dans n'importe quelle stratégie, c'est vrai, ce qui devrait nous encourager, c'est avoir toujours les moyens et avoir toujours les outils pour aller vers cette finalité et réussir la marche positive vers cet objectif. Les éléments perturbateurs de la motivation, même quand on voit par exemple actuellement, tout le monde se plaint, il n'y a pas de motivation. Tout le monde dit, mais écoute, je fais tout dans ma salle de classe, mais il n'y a pas de réaction. Il y a les moyens, nous avons tout dans une salle de classe, mais on n'arrive pas à réussir l'échange. On n'arrive pas à avoir l'attention. On n'arrive pas à avoir l'implication. On n'arrive pas à avoir l'adhésion de l'apprenant. Ça, c'est la motivation. Mais actuellement, c'est vrai, nous partageons ensemble l'idée que il y a la métamorphose actuellement de la société. Il y a la grande mutation. Les changements qui ont perturbé la société, c'est quoi? L'arrivée de la télévision, les nouveaux moyens de transport, l'informatique, l'écologique, jumelés aux métamorphoses des habitudes familiales et des valeurs sociales, ont certainement eu un impact particulier sur les jeunes. C'est vrai, dans l'espace scolaire ou l'espace familial ou l'espace ailleurs des deux, il y a beaucoup d'occupations et l'attention de l'apprenant, elle est toujours engluée par pas mal de choses qui accaparent son attention. Mais nous devons, au sein de l'école, au sein de la salle de classe, quel que soit son équipement, essayer de le rendre quelqu'un qui s'applique, quelqu'un qui s'implique et quelqu'un qui s'adhère. Mais on ne peut pas faire de l'apprenant ce que nous aimerions faire de lui si on n'arrive pas à le reconnaître en tant qu'identité, en tant que participant positif, en tant qu'élément central de la tâche pédagogique. Ce n'est pas toujours un élève, mais c'est toujours une personne. C'est quelqu'un qui devra avoir en lui l'initiative. Écoutons-le, écoutons-les. Ils ont beaucoup de choses à nous dire et nous avons tous chance à apprendre d'eux. Les nouvelles générations, contrairement aux anciennes, ont aussi des attentes et des besoins nouveaux issus de cette transformation sociale.
Les bouleversements socio-technologiques, l'autonomie grandissante concédée, parfois imposée aux jeunes, et amener un nouveau problème à l'éducation, l'absence de motivation des élèves. Et je pense que nous partageons ce constat. Il y a actuellement un problème de motivation au sein de l'établissement scolaire. Il y a 50 ans, la motivation n'était pas un problème à l'école. Ma génération, avant ma génération, il y avait des moyens tout à fait classiques, traditionnels. C'est vrai qu'il y avait un système rigoureux. Il y avait beaucoup de contraintes. La rigueur était un peu, que ce soit clairement ou bien que ce soit implicitement ou non, était étouffée. Mais l'apprenant, nous qui étions dans cette génération, on avait senti en nous ce devoir d'aller à l'école parce qu'on avait cette finalité qui était claire. Aller pour étudier, pour apprendre. Parce que l'école était la seule source du savoir. Actuellement, il y a une panoplie d'élus et de moyens qui sont aussi riches que variés, qui peuvent être la source d'un savoir. Avant, il y avait l'espace scolaire, il y avait l'école. Et l'école avait beaucoup de valeur. C'était un lieu lié, ça colle au savoir. La résonance de l'école, c'était le savoir. On vient de me remettre que ça va aller 5 minutes. En tant que directeur des colloques, je devrais quand même respecter le temps qui m'était imparti. Pour donner... Alors, non, je ne peux pas me le permettre. Alors, je passe des côtés historiques. La motivation et ses questions. La motivation, l'attention, l'inhibition des comportements inadaptés sont des moteurs de l'apprentissage. Quand on parle de la motivation, de l'attention, l'inhibition de comportements, dans la salle de classe, j'aimerais bien centrer, focaliser sur ce point. L'échange, comment devra-t-il se faire dans un espace de classe? Nous devons faire fondre le côté institutionnel. Nous sommes dans une salle, nous sommes ensemble, des personnes. Il y a des questionnements, des interrogations qui nous réunissent. Ça nous interpelle. L'enfant, la personne, l'élève, questionne, interroge, agit, observe et commente. Que la salle devra être une salle de débat. Que la classe devra être une pièce de théâtre. Une atmosphère de la convivialité. Où il y a, tout est vif. On est là pour s'écouter, pour participer et même pour critiquer. Nous devons oser à le faire. Que la salle devrait sortir de son espace classique. Si on n'arrive pas à gérer, à accorder à l'élève la responsabilité de faire la transformation de la salle selon son goût, mais en évitant, en contrôlant le côté anarchique. Que la classe deviendra un jardin. Que la classe deviendra une belle et jolie atmosphère de l'échange. Le plaisir d'apprendre, l'estime de soi, les récompenses, les sanctions, de nombreuses formes de motivation interviennent de l'apprentissage, et c'est ce qu'on appelle le renforcement, que ce soit négatif ou que ce soit positif. Je pense, tout le monde sait les riches expériences qui étaient menées dans les labos avec les souris et les rats, même avec les chimpanzés et les singes. Quand on parle de renforcement positif et négatif, nous devons rendre la salle, parler de renforcement, que ça soit fait dans un plaisir. Tu ne peux pas jamais réussir une leçon si l'auditoire qui est l'ensemble de la classe ne vous accepte pas, ne vous estime pas, ne vous écoute pas. C'est un gâchis, un vrai gâchis. La motivation est l'ensemble des raisons, de facteurs qui influent sur le comportement, la façon d'agir et de penser. La motivation professionnelle. En dépit de l'importance de la motivation en éducation, il semble que cet élément ne fasse pas encore partie intégrante de la formation des maîtres. Et je me rappelle que la fac de l'université Sultan Moulay Slimane, je pense, j'aimerais bien l'aborder, l'intervention de M. Tari, actuellement il est vice-président de la présidence, qui a parlé de l'enseignant, l'élan de l'enseignant. Nous devons repenser ce statut. Un enseignant, les centres de formation actuellement devront revoir leur stratégie de recrutement. Nous devons faire insérer dans les programmes de candidature le volet psychologique. Ça, c'est un volet qui est important, mais qui est pas présent dans l'école. Est-ce que nous aimons notre métier?
Est-ce que l'enseignant qu'on connaît en lui cet engouement, cet dévouement, est-ce qu'il est venu dans sa tâche avec amour et avec joie? Quand il a en lui ce capital, c'est vrai qu'on a tout réussi et qu'on va faire tous tout dans la joie et le plaisir. La motivation est un plaisir renouvelable. La motivation de l'enseignant réside parfois d'une analyse régulière et réflexive de sa pratique quotidienne. L'enseignant est censé maîtriser le savoir et le transmettre à ses élèves, mais le transmettre avec une joie. Il doit perfectionner ses méthodes pédagogiques, les adapter à la situation d'enseignement d'apprentissage. La réussite de l'enseignant, sa réussite est tributaire du degré de sa compétence. L'identité de l'enseignant, je pense que j'ai déjà dépassé ma limite, le côté temps. Encore 2 minutes, ils sont vraiment généreux avec moi. Alors l'identité de l'enseignant ne se limite pas à la compétence cognitive, elle est aussi psychologique et relationnelle. Un enseignant, ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui détient un savoir. C'est possible, vous êtes là, on reconnaît que vous détenez un grand savoir. Mais comment véhiculer, réussir un échange? Comment essayer de partager ce savoir si vous ne le faites pas avec un dynamisme relationnel? Si vous n'êtes pas à l'écoute et disponible aux autres, c'est là que les autres vont accepter à partager avec vous le savoir que vous avez en vous. Le savoir, en fin de compte, c'est un cumul. Et nous devons l'échanger. L'identité de l'enseignant ne se limite pas à la compétence. J'en passe à la troisième. Donc les valeurs personnelles, sociales, psychologiques d'un enseignant ont en fait une incidence importante sur le processus de l'apprentissage de l'élève. Donc quand on parle de la rigueur, déjà la présence de M. Haïs à mon côté, donc c'est déjà, donc je devrais quand même finir. Je devrais obligé de conclure. L'alerte elle est donnée. Alors je vais conclure avec le cri de Montaigne. Un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Donc un élève et un enfant, quand il vient à l'école, c'est pas tout simplement la recherche d'avoir un savoir, c'est vrai que ça c'est pas l'unique besoin. Mais nous devons faire en lui le futur citoyen. Quelqu'un qui prendra la relève dans les années à venir. À faire de lui une personnalité, à faire de lui quelqu'un qui est solide. Donc c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Et gardons ceci en nous, les enfants, ce sont les futures personnes, et nous devons vraiment leur donner les bonnes valeurs. Merci à tout le monde.